Voilà. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à l'atelier générateur. On est le mercredi 21 février et c'est animé par Adil, par moi. Alors, on va repartir un peu en arrière parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'ai réécouté les enseignements de, de Monsieur Kesh, donc c'est l'enseignement 125, si ça vous intéresse. Et dans cet enseignement, en fait, c'est les enseignements, il doit y avoir peut-être 5 enseignements avant que Douglas présente son générateur euh, au monde. Et en fait, Monsieur Kesh explique beaucoup de choses et explique comment ça fonctionne. Et donc, c'était ça qui était très, très intéressant. Donc là, j'ai regardé, donc là, euh, j'ai écouté le 125e atelier, chercheur de connaissances. Et donc après, il y a tous les autres jusqu'au 30 ou 34, je crois, jusqu'à que Douglas présente son générateur. Alors, on va revenir sur le plan de départ qu'on avait commencé au tout début. Alors, je vais le chercher. Alors, là, vous voyez. Oui, on voit. Ok. Alors, donc l'atelier précédent, en fait, on avait constaté que en fait, ça a causé des courts-circuits, vu comment le schéma était fait, en fait. Alors, il y a des nouvelles informations et du coup, comment dire, en fait, la dernière fois, on l'a vu d'un côté, on va dire, purement scientifique. Et en fait, il faut plus le voir du côté plasmatique, en fait, du côté gravitationnel et magnétique. Parce que c'est pas la même chose. Et donc, ça s'applique pas pareil. Euh, alors, pour revenir rapidement, donc ça c'est le Magrave. Donc là, on a les deux compresseurs de frigo qui permettent de créer ce qu'ils appellent l'Infinity Loop. C'est un, un oscillement en fait entre les deux pour garder l'information. Donc là, on avait le circuit start. Voilà. On a l'interrupteur. Là, on a les condensateurs. Voilà. Et là, on a la multiprise. Et là, on a la Terre. Alors, en fait, ce que j'ai appris en écoutant l'enseignement de Monsieur Kesh, c'est que les condensateurs qui sont là, c'est pas simplement des condensateurs. C'est dans la configuration dans laquelle ils sont faits, donc comme Douglas les a fait. Alors, je vais revenir sur les. Alors, attendez, je vais tout effacer. Si vous, comment dire, si vous avez besoin de m'arrêter, arrêtez-moi. Si vous avez des questions, voilà. Alors, là, c'est les condensateurs de Douglas. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que dans les condensateurs, donc ici, on a sur cette page-là, c'est un papier sulfurisé. Et sur ce papier sulfurisé, on a du CuO. CuO. On a de la poudre de graphène dessus. En fait, la poudre de graphène elle va permettre de faire circuler et de stocker les électrons, stocker l'énergie. Et alors attendez, faut que je regarde mes notes en même temps, parce qu'il y en avait des informations. Hein.
Alors, Excuse-moi, Adil, tu peux répéter la dernière partie là? pour le condensateur, Oui. donc là, c'est un papier sulfurisé. Et sur le papier sulfurisé, il y a du CuO, du GANS de CuO, de l'eau plasma de CuO. Et il y a de la poudre de graphène dessus. Ah oui, ouais, il y a aussi du gel lubrifiant, ouais, c'était marqué là. Il y a du gel lubrifiant dessus pour garder la texture en fait du gans. Euh, donc on a le sucre, on a le sel. En fait, ce qui est pas marqué, c'est que dans ce condensateur, en fait, il y a une partie où il y a du sucre et une partie où il y a du sel. Alors, Adil, s'il te plaît. oui, Bonsoir, c'est Corinne. bonsoir. Quand tu dis poudre de graphène, parce que moi, je me rappelle, quand j'ai fait les condensateurs, on nous avait fait gratter du fil nanocoté afin de récupérer la partie nanocoté du fil de cuivre. C'est Oui, ça? oui, c'est Ok. ça. On pourrait dire c'est du carbone, de la poudre de carbone. Voilà, je sais qu'on grattait sur une scie, enfin, des nanocotés en fait, et conserver les particules nanocotées. C'est Oui. pas évident d'ailleurs. Mais ça peut être du graphite aussi. Je crois que oui, hein, parce que c'est toujours un dérivé du graphène. Je sais que l'assemblage il est pas pareil, mais Faut qu'il soit en nanoparticules peut-être. ouais, dans tous les Ah, cas, je c'est mettrais une plutôt partie. des graphènes que des graphites. Hein. Ouais, je pense qu'il vaut mieux partir sur du graphène quand même. Ouais. C'est marqué là, un copeau de cuivre nano. C'est pas ça, en fait. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Oui. Forcément, il y a du cuivre avec le graphène. C'est mélangé. Ça doit avoir un sens aussi. T'as dit c'est mélangé pour avoir un sens? Oui. Il n'y a pas que du graphène, parce que quand on fait les copeaux avec du fil, comme dit Corinne, là, moi j'ai fait, il y a quand même des copeaux de cuivre qui Ah partent oui. avec. On ne peut pas faire que du graphène parce que la pellicule est tellement fine que. Ouais, c'est ce que je dis, c'était très compliqué. Je sais, alors, il fallait que ce soit bien nanocoté, prendre pas mal de fils et en le faisant va-et-vient sur une petite lame de scie en fait, mais sans frotter, hein. Ouais, Ouais, ouais. c'est comme ça. Ouais. Et de temps en temps, quand il y avait des bouts de nanocode qui tombaient, je les récupérais, mais c'est difficile hein, d'en avoir quand même. Ouais. Ouais. Alors, alors le sucre, ce que j'ai compris de l'enseignement, c'est que le sucre c'est magnétique et le sel c'est gravitationnel. Donc vu que là on est à l'intérieur, je pense que là ça serait du sel. Et ça à vérifier hein, ou à tester. Et donc sur la partie où il y a l'aluminium, donc là on a du CH3. Et donc pareil, il y a du lubrifiant. Pareil, la poudre de graphène. Et là normalement il devrait avoir du sucre. Ah, ou c'est peut-être l'inverse. Parce que le CH3 c'est déjà du sucre. Ou peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un des deux, mais c'est sûr qu'il y a du sucre et du sel. Parce que ça crée une plus grande différence de potentiel. Mais le gel, je pense qu'il est important et il peut aider aussi à faire la répartition. Et je sais pas, j'avais pensé à faire un mélange de gel alimentaire ou de farine, quelque chose qui vienne dans le temps tenir une épaisseur et une répartition. Moi, j'avais Ouais, pris, tu sais, le gel avec lequel on fait les échographies. C'est ouais un c'est gel. ça, moi, c'est ce que j'ai aussi du gel d'électrode à la maison. Après, sinon, tu peux, avec du xanthane, tu peux faire un gel. Ouais. Voilà. Là, on Mais va j'ai arriver. Adil, Oui. les CH3 et les sucres, ça doit aller ensemble parce que comme ça renforce Bah, les CH3, quoi. Hein. Je pense que c'est bien mis là. Hein. ouais, d'accord. Ouais, je pense que c'est aussi comme ça. Ouais. Ouais.
Mais bon, pour pas vous induire en erreur ou raconter des bêtises, c'est pour ça que je vous ai dit, ça reste à vérifier. Merci. Ouais. Alors, voilà. Donc là, on vient de voir la composition du condensateur. Donc, en fait, le sucre et le sel, c'est des ingrédients qui n'étaient pas marqués sur le schéma. Donc après, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Et par contre, ces informations-là, je les ai récupérées dans le 125e enseignement, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et en fait, ces condensateurs tels qu'ils sont fabriqués, là, en fait, ils deviennent des générateurs. Elle est là, l'énergie. Alors, on va revenir sur le plan. Et c'est une bonne information quand même, hein, parce que là, je vois que personne n'est enthousiaste. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais super content. Si, merci Adil, parce que moi, j'avais pas cette info, hein, de sel et de sucre. Alors, je sais bien évidemment qu'il y en a un qui rend plus magnétique et l'autre, je ne sais jamais lesquels d'ailleurs, plus gravitationnel, mais je l'avais pas sur le condensateur. Alors, le sucre, c'est magnétique et le sel, c'est gravitationnel. Si vous voulez le noter, ça. Ah oui, sel, gravitation. Ah, c'est bizarre, tu vois, parce que moi, si on me demandait spontanément, je dirais l'inverse. Et c'est pour ça que ça me perturbe, parce que je sais justement que c'est pas ce qui me vient spontanément. Mais Et si tu regardes du côté des pH, ça donne plus d'essence peut-être. Ouais, je sais, quand tu regardes avec le pH, c'est complètement cohérent. Mais tu vois, si tu me demandais intuitivement, est-ce que le sucre en magnétique, en gravitationnel? Mais c'est faux, je sais. Hein. Moi, ce que je me dis, c'est que, tu vois, par exemple, quand on fait un gaz de CO2, pardon, on utilise du sel. Donc, tu vois, il n'y a pas que le sel qui fait attraction, mais il y a aussi les plaques, l'environnement, mais ça fait partie. Donc, je me dis, ouais, ça en fait partie, quoi. Ça fait partie du gravitationnel. Ouais, je suis d'accord. Enfin, je sais, mais j'arrive pas à le. Ok, ok. Ouais, c'est bizarre. Donc, du coup, on va revenir sur le schéma. Vu que maintenant on a cette nouvelle information, on sait que ça, maintenant on sait que ça, c'est des générateurs. C'est pour ça que, en tout cas, c'est une supposition, mais je pense que c'est pour ça que Kesh avait dit, comment dire, pour le 50 Hz, pour l'Europe, il en fallait plus. C'est de ces condensateurs-là qu'aux États-Unis, en fait. Douglas, quand il l'a fait, il en avait besoin de 3 ou 4. 4. Et nous, Kesh, si je me souviens, il avait dit une douzaine, un truc comme ça. Ouais, 10-12, ouais. De condensateurs. Donc, on va essayer de repartir sur le schéma et voir le fonctionnement maintenant avec cette nouvelle info. Oui. 12 condensateurs, c'est bien pour ce schéma typiquement. C'est pas pour comment dire, les McGrath traditionnels. Non, c'est pas pour les McGrath traditionnels. C'est pareil, ces condensateurs-là, c'est pas fait pour un McGrath traditionnel de maison. Ça, c'est une nouvelle façon de faire les condensateurs pour justement ce cas de figure. Alors, si vous voulez, ces condensateurs-là, ils ont été étudiés, en tout cas Douglas les a étudiés, et elle les a fabriqués spécialement pour créer en fait ce générateur-là. Sinon, si vous faites un générateur de maison, on garde les condensateurs d'habitude. Mais le sel et le sucre, bon, je ne sais pas, il y a ou la possibilité de les mélanger, ou de les mettre d'un côté et de l'autre du papier sulfurisé. Oui, il faut les mettre, il faut pas les mélanger en fait. Il faut bien les garder séparés pour que les champs, en fait, le champ du sucre et du sel, les champs plasmatiques, interagissent bien. Par contre, le doute reste sur le côté du sel et le sucre, c'est-à-dire lequel on met côté alu. Oui, c'est ça.
Alors moi, je pense que c'est comme je vous l'ai montré, parce qu'en fait, vous avez le CH3 qu'on peut considérer comme un sucre. Et donc, je pense que rajouter du sucre, en fait, ça va permettre de renforcer le côté magnétique. Et c'est pas une bonne solution, renforcer le côté magnétique, non? Ça perturbe? Bah non, je pense pas. Après, il y a des tests à faire et quoi, des choses à comprendre plutôt. Hmm. Mais je pense pas, non. Je pense que si ça a été validé par la fondation, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors, donc on va repartir sur le principe de fonctionnement. Donc on va dire que on s'est servi du circuit start, que donc les deux compresseurs fonctionnent et qu'on bascule l'interrupteur. En fait, à partir du moment où on bascule l'interrupteur, donc on a les condensateurs ici qui vont être chargés d'énergie, vu que l'énergie aura circulé par là au départ. Donc ils auront l'information de l'énergie. Et je pense que cette énergie-là, comment dire, en fait c'est comme un amorçage, voilà. En fait, à partir du moment où les condensateurs ils sont amorcés, eh ben, ils vont continuer à produire l'énergie. Donc, ouais, en fait, après, quoi, en tout cas pour moi, ça commence à devenir logique, en fait. Si on enlève toute cette partie-là, et on n'en a plus besoin, quoi, de l'interrupteur, on n'en aura plus besoin. Donc, on a de plus. C'est comme si on avait une batterie, quoi, en fait. C'est comme si on avait une batterie infinie, ici. Alors, on a une batterie infinie. Et donc, qui va pouvoir alimenter les deux compresseurs, donc qui vont rester en infinity loop. Donc, je pense pas qu'il y aurait beaucoup d'énergie qui va être prise des condensateurs pour ça, vu qu'il y a une grande partie d'énergie qui va être transférée à chaque fois. Et il y aura quand même l'effet Joule, c'est sûr. Et donc après, on a là, et ouais, on a une partie qui va permettre d'alimenter les magraves. Alors, ce que je pense pour les magraves, vu que j'avais fait des expériences un peu similaires, mais avec des batteries plasma, les magraves, en fait, ils vont servir un peu comme de tampons. Ils vont ajouter encore une autre énergie. L'énergie, leur énergie, quoi, l'énergie des magraves. Voilà, donc en fait, c'est ça le truc. Donc on a cette partie-là et la partie d'au-dessus. Et donc c'est ça qui va produire l'énergie. Alors, est-ce que vous avez des questions? Pas pour le moment, non. Un condensateur, au départ, c'est un générateur de toute manière, une fois qu'il est chargé. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, quand il est chargé, il se décharge comme une batterie. C'est une batterie qui marche dans les deux sens, en fait. Mais il faut le recharger très souvent, en fait. Ouais, et sauf que là, cette fois-ci, t'as plus besoin de les recharger parce qu'il y a t'as les deux champs, donc gravitationnel et magnétique, qui vont créer les interactions nécessaires pour créer l'énergie. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Et toi, Adil, quand tu as fait des expériences avec ces magraves-là, tes bobines, en fait, ils n'étaient pas faites comme tu as expliqué tout à l'heure. Non, j'avais pas mis le sel ni le sucre. D'accord. Hein. Voilà. Mais par contre, comme je vous avais dit au départ, quand j'ai fait ces condensateurs-là, j'ai pris un coup d'électricité statique. Tiens, tiens. Ouais. Ouais. Ça veut dire que ça Bon. fonctionne, hein? Ouais, ça veut dire qu'il y a une énergie qui circulait, quoi. Qui avait un commencement de stockage d'énergie dedans. Là, ouais, c'est marrant parce que je les avais même pas encore connectés au circuit. Donc, ils n'ont pas reçu le circuit start, le courant de départ. Et ça a quand même. J'ai quand même pris une petite châtaigne dessus. Voilà. Donc,
il y a cette possibilité-là. Donc, soit on peut continuer à travailler sur ce générateur-là et à comprendre. En fait, il faut continuer à écouter les enseignements pour avoir les infos. Ou sinon, parce que j'ai écouté l'enseignement jusqu'au bout et Kesh, il nous a parlé de quelque chose de très intéressant. Alors, je vais reprendre le tableau. Si vous avez des questions, vous me dites. Alors, je vais revenir un peu sur les expériences de Douglas, en fait, qui l'ont amené jusqu'au générateur. Et donc là, je vais vous dire où il en était à partir du 125e enseignement. Alors, il a pris un bac, il l'a rempli d'eau, et il a fait plein de balles. Vous savez, c'est à l'époque où Cash nous disait il fallait une balle assise, une balle câlin et tout ça. Donc il a fait plein de balles. Et en fait, il a fait en sorte que ces balles soient lourdes pour qu'elles puissent tomber au fond de l'eau. Pardon, que ces balles soient quoi? Qu'elles soient lourdes. Lourdes, lourdes, ok. Ouais. Donc ces balles soient lourdes pour qu'elles puissent tomber au fond de l'eau. Alors en fait, sa démarche, c'est que il veut que ces balles soient au fond pour que quand il va apporter son réacteur ici, avec l'autre balle, quand il va commencer à faire tourner son réacteur, en fait, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est créer une interaction entre son réacteur dynamique ici et les balles qui sont au fond, pour voir s'il y en a une qui remonte. Si elle remonte, ça veut dire qu'il y a une interaction et que la balle elle commence, entre guillemets, à léviter. Ça veut dire qu'elle s'allège, vu qu'elle peut remonter à travers l'eau. Donc, il en a fait pas mal, des balles. Ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a ajouté une goutte de sang dans chaque balle à l'intérieur, les noyaux du centre. Et il a mis quoi dans les balles? Attendez, j'y arrive. Je suis juste en train de lire le chat pour voir. Thierry, est-ce que tu as un micro? Oui, moi je vois qu'il a un micro. Hein. Si tu peux nous expliquer ce que tu as mis dans le chat, en fait. J'ai pas compris. Thierry, le micro, il est en bas à gauche. Il faut juste cliquer dessus. Ah, ça y est, ça doit marcher. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Je vais reprendre le schéma de principe que vous avez affiché il y a 15 jours. Et j'ai regardé son différé parce que vous avez commencé en retard, donc je ne vous ai pas pris. Et moi, j'ai remarqué un fil qui met à la même tension les deux commas graves. Ce qui est complètement illogique. Si on supprime ce fil, qui de mémoire partirait des condensateurs et arrive sur un moteur de mémoire, à ce moment-là, on se retrouve avec les deux moteurs et le mât grave, les trois en parallèle. Ce qui peut être fonctionnel. Mais pour moi, ce fil est en trop.
Donc faire l'essai en supprimant le schéma. Il faudrait repartir à partir du schéma de principe qui a été affiché, si quelqu'un peut reprendre le schéma. Et après, il y a déjà une question que je me pose. Attends, il est affiché au là, tu moment le vois où- pas? Mais ça, c'est le schéma, c'est le schéma de principe que j'aimerais. L'autre qui a été réalisé par Jean-Jacques. Oui. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas là sous la main, par contre. Ah. Et moi, je Ah, n'ai si. pas fait forcément une copie. Il faudrait revoir le truc. Si tu l'as sur ton ordi, tu peux partager. Je l'ai à l'écran. Je l'ai à l'écran, moi, je peux vous le donner. Ouais, tu peux partager, ouais. Ah, super. Super. Ouais, c'est bon, on voit le schéma. En partant des condensateurs d'une Magrave, il y a marqué condensateur nano. En partant de ce condensateur, on arrive à un point de liaison. Il y a un petit rond. De ce point de liaison, on va sur le bouton de démarrage et on va sur le compresseur B. Et je pense qu'il faudrait supprimer la liaison entre le condensateur et le compresseur B. Puisque normalement, ce compresseur est alimenté déjà par l'autre fil de l'autre côté. R, qui est repéré R, par exemple. Donc, ce serait la liaison S condensateur qu'il faudrait supprimer. Donc, effacer entre les deux points condensateur démarrage, il y a un point, et vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, c'est ce qu'on avait dit la Pas dernière tout à fait fois. en haut. Oui, mais le stateur est plus alimenté. Là. Oui, il est alimenté à travers la Si, chaîne. par l'autre fil. Ouais, il va être alimenté par R. Il est alimenté par R. Mais par contre, le rouge, il faut effacer le rouge jusqu'au premier point de liaison. Il faut laisser la jonction condensateur, bouton de démarrage. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est encore circuit là. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Là, dans ce cas, on se retrouve avec les trois éléments en parallèle. Est-ce que c'est fonctionnel ou pas? Je ne sais pas. Parce que la deuxième possibilité, ça serait de le mettre entre les deux moteurs. C'est-à-dire d'avoir les deux moteurs en parallèle sur la charge et de mettre le Magrave entre les deux moteurs. Par exemple, entre les deux points de jonction sur la ligne du haut, les deux points de jonction des fils moteurs. Ça serait carrément le déplacer. Alors là, oui, là je vais vous montrer un autre schéma qui correspond à ce que tu dis justement. C'est le générateur d'Armen dont on a parlé aussi la dernière fois. Et j'en ai tiré un schéma. Donc je vais essayer de vous partager le schéma. Moi, j'ai une deuxième interrogation. C'est quand le bouton de démarrage, on passe du démarrage vers le fonctionnel, je dirais, vers le Magrave, il doit y avoir une coupure. Il ne devrait pas y avoir de coupure, justement. Entre le point A et B, la bascule du point A et B, on ne devrait pas avoir de coupure de courant. Or, logiquement, dans un interrupteur, on a une coupure de courant. Et là, je me demande s'il ne faudrait pas faire un court-circuit. Et à ce moment-là, ce serait le court-circuit qui couperait l'onduleur, couperait la charge de l'onduleur. Est-ce que vous comprenez ou est-ce que je m'explique bien? Voilà, le bouton de démarrage, quand on bascule de A vers B, il y a un moment, il n'y a rien.
Il n'y a pas de courant ni dans l'un ni dans l'autre des circuits. Oui, mais c'est pendant un une temps fraction infime. de seconde. Voilà, non, ça compte pas, ça. C'est une milliseconde, ça, c'est rien du tout. D'accord. Mais alors, en mettant. Oui, mais ça peut jouer. Peut-être, je sais pas. Mais en mettant à ce moment-là un disjoncteur sur l'onduleur, juste avant le bouton de changement d'état, et faire plutôt un contact, je dirais, entre A et B pour basculer le circuit, et dans ce cas-là, le disjoncteur disjoncterait, puisqu'à ce moment-là, on est carrément en court-circuit sur la charge de démarrage. Mais là, à ce moment-là, il n'y aurait pas de coupure d'intensité. On passe d'un circuit à l'autre en obtenant un court-circuit sur l'onduleur, qui est enlevé par le relais, par comment je dirais, le fusible, le disjoncteur, quoi. Après, je me suis posé une question, parce que ça n'existe pas sur les schémas. Est-ce que aux essais, est-ce que vous laissez le relais de démarrage sur les moteurs? Ou est-ce que vous vous câblez directement sur les fiches moteurs? Bah, forcément, ouais, il faut se connecter sur la fiche moteur pour qu'on puisse garder le CTP et le condensateur. Mais alors, le CTP n'a rien à voir avec le démarrage moteur. Le CTP, c'est une capsule sur le moteur d'origine, c'est une capsule bilame qui va disjoncter en cas de surintensité. Mais celle-ci ne sert en aucun cas au démarrage. Par contre, sur les 3 plots du moteur, il y a un relais de démarrage qui peut être soit un relais, les vieux modèles, ou soit un élément plat, mais qui sert de relais. Et cet élément, il est indispensable au démarrage moteur, puisque c'est lui qui va créer le déphasage entre les 2 bobinages pour donner le sens de rotation. Si cet élément n'existe pas, les 2 bobinages étant à la même phase, c'est-à-dire sans différence de cosinus phi, il n'y a pas de sens de rotation possible. Et oui, il y a un condensateur qui va créer le déphasage. Et le relais d'origine, j'en parle, parce que le relais, le condensateur qui est rajouté, ne sert à rien au démarrage. Non, mais là, il y a le schéma. Non, dans le compresseur B, il y a un condensateur. C'est lui qui va créer le déphasage. C'est là ma question. Est-ce que vous laissez ce condensateur ou ce relais de démarrage, parce qu'en fait, ce n'est pas un condensateur, c'est un relais. Est-ce que vous laissez ce relais de démarrage? Oui. Bon, ça dépend. Ça dépend des systèmes. Moi, j'ai étudié une dizaine de moteurs de compresseurs de chez je sais plus qui, Schneider, je crois. Et il y a un peu tous les montages. Il y en a beaucoup qui ont des relais de démarrage, et il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Et donc, il y a des montages très simples, comme sur le compresseur A, où il n'y a même pas de condensateur. Enfin, la plupart, ils ont quand même au moins un condensateur et une CTP. Voilà. Mais le relais de démarrage, ce sont les anciens compresseurs qui ont ça. Maintenant, il n'y en a plus. Non, maintenant, il n'y a plus de relais, mais il y a, je ne sais pas comment j'appelle ça, une pièce blanche en plastique dur, qui se branche entre, alors je vais dire une bêtise, mais c'est les 2 plots du bas. Sachant qu'on alimente la face par le haut, par le plot du haut. Alors le plot du haut, ça serait C, et on a S et R, et donc S et R sont reliés ensemble, soit par le relais, soit par la pièce qui va créer ce déphasage. Et en fait, qui n'est pas un relais, mais qui a la fonction relais, mais qui n'est pas le PTS. Oui, mais là, j'ai des schémas où il y a pas de relais, par exemple. J'en ai un sous les yeux, là. Pièce frigo, c'est qui fait ça? Cubigel, compresseur Cubigel, voilà. Le schéma de câblage, bon, bah, celui-là, il n'y a pas de relais. Voilà. Il y a donc la CTP là qui est en parallèle sur un condensateur. Le condensateur, il n'est pas entre la CTP et S, il est entre S et R. Et en parallèle sur la donc, CTP. Le condensateur, en ce cas, sert de... Attendez, je vais partager l'écran.
Et j'ai un autre schéma ici, un autre schéma de câblage. Il n'y a pas du tout de relais. Il y a simplement la CTP, c'est tout. Voilà. Et il y a un protecteur. Enfin, qui s'appelle C'est curieux comme modèle. Et ça, c'est schéma pareil. Hein, c'est le même fabricant. C'est les schémas, c'est les compresseurs Cubigel. Donc ça dépend des modèles en fait. Il y a un petit peu de tout. Hein. Parce que certains, c'est que le compresseur doit être alimenté par 2 fils, pas 3. Une phase et un retour. Et on crée un déphasage entre les 2 bobinages pour lui donner son sens de rotation. C'est le principe du fonctionnement. Voilà, c'est ça, ouais. Et la pièce B, comment tu l'appelles? La pièce B, c'est Voilà, quoi? on voit bien le condensateur. Là, on voit bien le condensateur pour créer le déphasage entre les 2 bobinages. On voit bien marqué là. Voilà, tout à fait. Et ce qu'il y a, c'est que mettre le condensateur en série, ça m'avait un petit peu surpris aussi. Donc, moi, je l'aurais mis en parallèle aussi. Entre S et R, voilà. Mais en fait, il y a un élément de démarrage quand même là-dedans. Hein. Il y a l'élément de démarrage, c'est le condensateur, mais c'est un condensateur permanent. Alors que les relais n'étaient pas un condensateur permanent. Ça crée juste un déphasage d'un quart de seconde, histoire de donner le sens de rotation. Ensuite, les 2 bobinages étaient sur le même cosinus, en fait. Ouais. Donc, soit mettre un condensateur de démarrage, soit mettre un relais de démarrage au moteur, pour qu'il soit vraiment fonctionnel en état, ça me paraît indispensable. Et après, qu'il n'ait qu'une alimentation, une alimentation, une phase et un retour, quoi. Oui, moi, ce schéma me paraît plus fonctionnel que celui du générateur de Douglas, oui. Si tu reviens à l'image que tu nous as donnée juste avant, je crois qu'on voyait l'élément qui sert de condensateur. C'est une pièce assez grosse, en fait, qui va s'enficher dans les deux fiches du bas. Voilà, c'est la pièce A1. La pièce A1, en fait, comporte cet élément-là. Ou alors c'est la pièce D qui va s'enficher dans les 2 plots du bas, S et R. Alors on a le schéma bien en bas, on remarque qu'on a le. Oui. Ouais, la pièce B, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Alors, le moteur doit comporter un système de déphasage pour lui donner son sens de rotation. Pour moi, ça me paraît impératif. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Après, si on regarde bien donc les deux moteurs, on s'aperçoit qu'il y en a un qui a 3 fils d'alimentation. Et donc ça me paraît mal. Donc c'est le fil à supprimer pour faire l'essai. À ce moment-là, si on regarde bien le schéma, on se retrouve avec 3 éléments en parallèle. Qu'est-ce que ça va donner? Et la différence des 3, c'est donc qu'est-ce qu'on a? On a 2 moteurs en inverse et on a un condensateur ajouté sur le circuit. Sur un des moteurs. Et les 2 moteurs sont en opposition. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est alimenté par la phase, le même côté du moteur, lui, prend le retour. Ouais. Oui, c'est ça, ils sont en opposition de phase. Mais par contre, le compresseur A, lui, il n'a pas de condensateur du tout. Voilà, entre les deux, la différence, c'est un condensateur qui va créer, je ne sais pas, une résonance, ou je ne sais pas. Alors après, la valeur de ce condensateur,
Est-ce qu'elle change parce que ici, ben, on est en France en 50 Hz? On ne sait pas, je ne sais rien. Oui, mais ça, c'est qu'une question de, voilà, de capacité après, en fonction de la fréquence. Donc, c'est un ajustement. Ben, lui, il servirait, il va jouer sur le cosinus phi, tel qu'il est placé là, de mémoire. Faut que je revois le schéma de correction des cosinus phi, mais je crois bien qu'on mettait les condensateurs comme ça pour redresser les cosinus phi. Je peux montrer un schéma, là, le générateur d'Armen, qui, voilà, qui te présente les choses. Alors, voilà. Thierry, tu sais, pour les compresseurs, s'il y a peut-être un truc que tu comprends pas dessus ou qui te dérange, en fait, tu peux les remplacer par autre chose. Voilà, comme là, tu peux les remplacer par de Magrav, par exemple. Voilà, donc. Non, moi, ces compresseurs, je les connaissais bien. Puisque je faisais du dépannage dans un frigoriste en froid, donc je connais très bien ces moteurs. Hein. Oui. Oui. C'est bien, c'est super. Voilà, c'est un autre schéma, mais qui rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, à savoir, à la place des compresseurs, là, on a deux Magrav. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois pendant le KSW 134, là, l'enseignement 134, où il y avait les photos alors je vais les retrouver parce que je les ai là. Voilà, je vais arrêter le partage là et recommencer. Voilà. On va reprendre ça. Et moi, il est là. Vous vous rappelez de ça, la dernière fois? Ouais. Alors, je fais un zoom. Voilà. Bon, j'ai la vidéo aussi, mais voilà. Alors, de ça, j'en ai fait un schéma. Hein. On a toutes les lettres qui sont là. Donc, c'est le schéma que vous avez vu juste avant. Il y a juste un truc. Ici, donc, on a en haut à gauche, parce que je ne sais pas si vous voyez ma souris, en haut à gauche, on a la partie noire, c'est un ventilateur, donc c'est une charge. Donc, en résumé, on a au milieu un stacker. C'est un Magrav, je ne sais pas comment il est câblé. À gauche, c'est un Magrav qui sert de classique, hein, qui sert de celui-là, Magrav gravitationnel. Et à droite, le MM, c'est le Magrav magnétique. Ensuite, bon, les condensateurs au milieu. Et en bas à gauche, lui, eux, ils ont dit que c'était une charge. Bon, quand on regarde en détail, il y a une visseuse derrière. Donc, ça sert a priori à démarrer le circuit. Mais ça peut aussi fonctionner en charge. Donc ça, je vais reprendre le schéma de principe que j'ai tiré tout à l'heure. Donc, il faut que je arrête ici et que je repartage le schéma de principe qui est là. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Et là, on s'aperçoit de quoi? C'est que, en fait, les deux Magrav qui remplacent les bobines de frigo, eh bien, elles sont en parallèle, tout bêtement, et en série avec le condensateur et le stacker. Et c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Donc, on voit qu'à droite, il y a la charge, et à gauche, onduleur ou charge. J'ai mis, bon, eux, ils ont mis que c'était une charge. Ça peut très bien être une charge comme un circuit de démarrage. Voilà, ça peut faire les deux. En fait, le schéma, donc, ça semblait un petit peu complexe avec la photo, enfin, le film. Mais bon, là, c'est quand même beaucoup plus explicite. Et maintenant, comment ça fonctionne? Bon, il y a une partie plasmatique, c'est sûr, qui fait fonctionner le truc. Sinon, mais je pense que là, il y a une oscillation. Enfin, il y en a. Enfin, ils débitent l'un dans l'autre, quoi. Hein, ils créent un champ l'un et l'autre. Et
Et celui-là, il a de grandes chances de fonctionner. D'ailleurs, Armen, il disait qu'il fonctionnait son système. Il ne pouvait pas le faire fonctionner à la présentation parce que il était en Chine, je crois, et c'était en pleine nuit, donc il ne voulait pas réveiller les voisins. Mais apparemment, il fonctionnait. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Petite précision, je n'étais pas la dernière fois, mais le McGrath gravitationnel et magnétique, la différence, c'est quoi? C'est les enroulements? En fait, c'est les mêmes. Ils sont peut-être pas branchés. Voilà, ils sont peut-être pas branchés pareil. C'est-à-dire qu'il y en a. Je connais pas l'entrée et la sortie là, hein, parce que ça se voit pas sur le film. Mais il y en a peut-être un qui est branché à l'envers de l'autre. J'en sais rien. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y en a, il y en a un qui doit être plus et moins, et là c'est plus et moins. Ils sont inversés en fait. Ouais, il y a des chances. Ouais. Et puis ça correspondrait bien avec le schéma de Douglas, avec les deux moteurs inversés. Ouais. Alors, je vais revenir à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vais repartager. Voilà, en fait, tout ce que je vais vous expliquer là avec le réacteur, vous allez voir qu'en fait, ça va être encore plus simple que ce qu'on essayait de comprendre en fait avec le générateur à Douglas. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, je vous ai expliqué qu'il avait fait pas mal de des réacteurs à double noyau. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc voilà, donc ça c'est un réacteur à double noyau. J'aurais dû faire une autre couleur. Voilà. Et donc Douglas en a fait pas mal avec des compositions différentes. Alors, ce qu'il y a dedans, alors, des couleurs. Donc on a la petite balle, on a le noyau intérieur et le noyau extérieur. Alors dans le noyau intérieur, c'est un noyau qui est acide. Il y a du CH3 et un mélange de GANS. Mais pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a exactement comme mélange dedans. Voilà. Mais on sait que déjà il y a du CH3 et que c'est acide. Et il faut que je m'achète un pH mètre bientôt. Et donc là, ça va être alcalin et ça va être... alors dedans, il y a du CuO, CuO2. Il y a du CO2 et il y a du ZNO. Voilà. Et je crois que le sang, elle est dans la balle intérieure. Donc ça, c'est le sang de Douglas en fait. Il a mis une goutte de son sang pour avoir une connexion émotionnelle avec ses réacteurs. Donc c'est comment dire. En fait, il peut les contrôler par la pensée et par l'intention. Parce que le sang en fait crée une liaison entre lui et les réacteurs. Est-ce que pour l'instant ça va? Ouais. Ouais. Alors, donc ce qu'a fait Douglas, c'est qu'il a démarré son réacteur. Donc il a démarré celui-là. Et quand il a tourné, en fait, il y a une balle qui est remontée à la surface. On va dire que celle-là, elle est remontée à la surface. Donc en faisant ça, on sait que maintenant, il y a une interaction entre ces deux balles, entre ces deux réacteurs. Et quand il a regardé la balle qui était remontée à la surface, il a vu qu'il y avait que le liquide à l'intérieur de la balle extérieure, donc alcaline, celle-là, ça tournait en fait, et ça a commencé à créer un vortex à l'intérieur de la balle. Mais par contre, la balle, elle tournait pas encore dans l'eau. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est de prendre la balle avec sa main et lui donner une impulsion en fait pour qu'elle tourne. Et donc là, elle a tourné et assez emballée. Et
un moment ce que M. Cash appelle le point de rupture. Alors, ce qui s'est passé, voilà, ce qui s'est passé, c'est que entre les deux, donc il y a une interaction des champs entre ces deux balles. Ce qui se passe aussi en même temps, c'est que, comme vous savez, dans le plasma, il y a toujours le plus fort qui donne au plus faible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette balle-là, en fait, elle a déchargé toute son énergie pour ce réacteur-là. OK? Et il y a ce qu'appelle M. Kesh le point de rupture. C'est à partir du moment où on voit de la lumière qui jaillit de la balle. Il appelle ça un flash lumineux, en fait. Et donc, Douglas, il a vu le flash. Donc, en tout cas, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a que Douglas qui l'a fait. Après, pour les autres personnes, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais qui ne l'ont pas encore dévoilé. Mais en tout cas, lui, il a réussi à le faire. Donc, lui, il a réussi à créer le flash. C'est ce que M. Cash demandait depuis un certain temps. Et quand le flash a apparu, donc on a ce réacteur-là. En fait, il est monté en flèche et il a tapé le plafond. Donc il y a la balle, donc la balle extérieure elle s'est cassée et la balle intérieure elle a disparu. Alors ça c'est sa première expérience. Et ce que Kesh a expliqué par la suite, voilà, je vous fais un grand raccourci. Voilà, en fait, il a expliqué que si on arrivait à stabiliser la réaction entre les deux réacteurs, donc que celui-là il s'emballe pas ou que celui-là s'emballe pas, qu'on arrivait à les stabiliser dans l'énergie, donc créer un équilibre, en fait la lumière elle serait permanente. Et à partir de là, ça devient un générateur d'énergie sans fil. Ça veut dire que tout ce qui est à la maison, ça fonctionne. Votre frigo il fonctionne, la télé elle fonctionne, le chauffage fonctionne, tout fonctionne. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est impressionnant. Ouais, moi aussi j'étais vachement impressionné et je me suis dit waouh, en fait on a perdu du temps quand même. C'est ma pensée, hein. Alors je passe à la suite. Alors, après cette expérience, Kesh a expliqué autre chose. Il a expliqué que on pouvait se passer de ce moteur électrique et passer au tout plasma. Alors, il faut une première balle. Donc ça peut être, vous savez, des balles, des boules de Noël, des trucs comme ça, ou des boules de décoration, vous savez, transparentes en plastique. Ça peut être ça aussi. Donc celle-là, c'est la première balle extérieure. Après, vous avez une balle à l'intérieur. Et après, vous avez une autre balle à l'intérieur. Donc, là, celle du fond, donc la première ici, en fait, elle va nous servir pour faire tourner les deux autres. Ça veut dire que c'est comme si on était dans le bac, en fait. C'est comme si on avait notre réacteur ici. Donc là, il peut tourner dans l'eau. Et donc là, vu qu'on retire les moteurs, pour pouvoir les faire tourner quand même sans moteur, eh ben, on va rajouter une balle en plus. Et donc cette balle-là va être remplie avec de l'eau pour pouvoir faire en sorte que les deux autres balles, en fait, elles soient libres, comme si on était dans l'espace, en fait. Et donc là, on refait pareil. Donc on a
Voilà, donc on a le deuxième, ça c'est le deuxième noyau ici. On a le deuxième noyau, on a le premier noyau. Et donc dans ce deuxième noyau-là, donc on met ce qui est alcalin. Voilà, ici. Et dans celui-là, on met ce qui est acide. Voilà. Et donc on crée une autre balle qui va être exactement la même chose mais à l'inverse. Donc on a donc la balle pour pouvoir créer une condition. Et donc on a les deux autres noyaux à l'intérieur. Voilà. Avec la même composition? C'est la même composition, mais là c'est inversé. En fait. C'est inversé. Voilà, donc là on va dire que là ça va être le 2, comme le Do ici, et puis là ça va être le 1. Ouais. Voilà. Et là on revient avec notre liquide, donc de l'eau. Si j'ai bien compris, c'est de l'eau en fait, c'est seulement pour leur créer un espace de mouvement. Voilà. Donc si on arrive à trouver la bonne interaction entre les deux balles, donc là on peut... en fait, M. Kesh a expliqué qu'il fallait les fixer à soit une table ou... Parce que à partir du moment où il y a la réaction qui va démarrer, bah, les deux balles, elles s'envolent. C'est le principe du vaisseau spatial. En fait, tout est lié, quoi. C'est ça que j'ai trouvé super hein, quand j'ai écouté cet enseignement, c'est que tout était lié, en fait. Si on arrive à créer ça, donc à créer la stabilité entre les deux balles, donc il va y avoir la lumière qui va s'allumer, et donc vous allez avoir les deux balles qui vont décoller. Et donc là, on est en lévitation, en fait. C'est comme le vaisseau spatial. Et comme a fait Douglas, si vous rajoutez une goutte de sang dans les balles du centre, bah là, vous pouvez diriger en fait le vaisseau. Alors, pour revenir à l'énergie, donc là, si on arrive à trouver le point, donc les bonnes compositions de Gans qui vont permettre l'interaction, donc qui vont permettre de faire tourner les balles. Donc je dis une bêtise, mais disons que celui-là il va tourner dans ce sens-là et celui-là dans ce sens-là. Et que les deux rotations se stabilisent, parce qu'au bout d'un moment, le plasma va se stabiliser. Et ben en fait, tout ce que vous avez chez vous s'allume. En même temps que vous avez la lumière qui va jaillir des deux balles. Voilà. Donc ça, on va dire que ça, à mon avis, c'est le générateur le plus performant qu'on pourra avoir. Maïs et demande et comment on fait pour l'éteindre? Ça, je sais pas. Je sais pas. Alors peut-être que si on met quand on met une goutte de sang dedans, on peut justement interagir dessus, voilà, l'éteindre et le rallumer. J'avais vu qu'on pouvait mettre aussi un cheveu. J'avais fait une expérience avec une boule, la piscine que j'avais partagée. Et ça marche aussi, mais sûrement avec le sang, c'est beaucoup mieux, parce que le sang, ça représente de la conscience aussi, et donc c'est interrelié beaucoup plus, quoi. Ouais. Donc, il y avait ça. Ah oui, il y a... Alors, il y a une expérience qui a été faite par Monsieur Gatua. En fait, c'est quelqu'un qui travaille avec Monsieur Cash. Je vais vous montrer son expérience. Ça peut nous aider pour justement trouver les ajustements pour avoir les gants qu'il nous faut. On va essayer d'essayer ça là. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais Monsieur Cash, quoi. Monsieur Gatua nous avait montré ça. C'est une bouteille. Ici, il y avait un fond d'eau. Et il avait une balle au-dessus, avec un fil de cuivre nano-coté. Et quand il posait la balle sur la bouteille, le liquide qui est ici, bah, il partait en rotation. Je ne sais pas si vous avez vu cette expérience. Donc là, c'est
ce liquide qui est en bas ici, c'est du plasma liquide. Alors la composition, il l'a pas dit, donc je pourrais pas vous dire. Mais quand j'ai regardé la vidéo, il a expliqué qu'en fait, il avait mis un mélange de toutes les eaux plasma qu'il avait. Et donc là, par contre, il fait un mélange de Gans ici. Donc, on a une interaction qui se crée en fait entre la balle du haut et le liquide en bas. Et au bout d'un moment, l'eau du bas tourne. En fait, je vous dis au bout d'un moment, ça veut dire qu'à partir du moment où, vous savez, vous avez vos champs ici, vos champs plasma ici, et vous avez les champs de l'eau, plasma qui est ici aussi. Et au bout d'un moment, c'est comme des aimants en fait. Quand les champs vont rentrer en interaction, eh ben, il va y avoir un mouvement qui va commencer à se créer, et c'est comme ça que le mouvement se crée. Donc l'eau va continuer à tourner parce que elle n'aura pas d'autre choix où aller, quoi. Elle peut que tourner en haut. Donc cette expérience elle est intéressante parce que donc là on peut créer, je sais pas, on va effacer un peu. Voilà. Donc ce qu'on peut faire c'est donc on peut mélanger dans une bouteille tous nos plasmas liquides, on peut en mettre une grande quantité, comme ça nous permettra de remplir les 2 balles avec ce liquide qu'on aura trouvé. Et dans la balle du haut, pareil, on met un mélange de Gans dans cette balle. Et quand on a atteint la rotation, donc là on pourrait récupérer ce Gans-là et cet plasma-là et les mettre dans les balles. Et commencer à tester, voir si ça commence à tourner en fait, si la rotation elle continue. Mais là, dans la balle, c'est une balle simple, hein. C'est pas une balle triple, c'est une balle simple. Ouais, c'est une balle simple, ouais. Alors je vous donne un exemple, peut-être que la balle simple qui est là, ce Gans qui est là, ben, on va peut-être pouvoir le mettre dans celle-là. Et l'eau plasma qui est là, on pourra la mettre ici. Et dans la 3e balle, comme je vous ai dit, c'est que de l'eau en fait. C'est juste pour apporter un support. Alors, Les 2 balles, en fait, il faudrait qu'elles soient sur un support, si je comprends bien, un support avec des roulements à billes fixés sur une table. ah non, c'est juste, là tu vois, tu as ta table, et il faudrait que ces balles, Une balle, il ne va pas tourner. Ah oui, d'accord. voilà, cette balle, elle tourne pas en fait, elle est Elle attachée. fixe, elle tourne dans l'eau, ouais, d'accord. Voilà, et ça tourne dans l'eau. Ok. C'est super ça. Alors, je suis en train de relire les notes pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Adil, Oui. c'est Jacques là. Dans la balle que tu as dessinée en haut, la grande, tu as du CO2, du CuO2, du CO2, du ZNO. Dans la petite, qu'est-ce que tu as? J'arrive pas à relire là. Tu as de l'acide, du sang, et puis au-dessus, c'est quoi? Du CH3. Ah, CH3, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Merci. Avec plaisir. Alors c'est moi, j'ai trouvé, il y a un autre schéma. Est-ce que je peux effacer le tableau? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, bon, on le retrouvera. Hein. Ou une copie d'écran et voilà quoi. Hop. Voilà, où il sera dans la vidéo en replay, vous pourrez le revoir.
Alors, alors, donc pratiquement à la fin de la vidéo, M. Cash explique ça aussi. Donc là, on peut prendre... c'est des doubles noyaux, par contre, là, c'est pas les triples comme on avait fait au départ, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et on mettra un au centre. Donc, là, l'intérieur, ici, ici et là, ça va être acide. CH3. Et après, il a dit mélange de Gans. Donc, faudra chercher ce que c'est comme mélange. Après, pour les balles extérieures, donc celle-là, celle-là et celle-là, c'est alcalin. Donc, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est CuO2. CO2 et ZNO. Voilà. Et pour la balle intérieure, c'est inversé. Alors, ce que M. Gash a expliqué, c'est que là, il va avoir l'interaction avec les 3 premières balles. Donc, avec ces 3 premières balles-là. Et l'énergie va être stockée dans la balle du centre. Donc, vous allez avoir l'énergie qui va affluer des 3 balles vers la balle du centre. Et là, c'est pareil, normalement, la balle du centre, elle s'illumine. Il y a le flash de lumière dessus. Alors, pour le point de rupture, ce que Kesh a expliqué, c'est que donc vous avez vos... Voilà, je vais essayer de dessiner ça. En fait, vous avez vos champs plasma, donc magnétiques et gravitationnels de départ. Et en fait, quand les champs sont en interaction, au bout d'un moment, ils vont passer du plasma à la matière. Alors, là, on va dire que là, c'est plasma. Là, on va dire qu'on a le point de rupture. Et là, on a la matière. Et en fait, quand les champs plasma ils vont rentrer en interaction avec les autres champs, donc par exemple ces deux-là, ils vont rentrer en interaction. Vous allez avoir un moment où on arrive au point de rupture et en fait c'est le flash de lumière. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, Kesh nous avait présenté une spirale comme ça, comme la spirale de la matière. Je crois que c'était dans l'autre sens. Et pour l'esprit, pour comprendre l'esprit, c'est ça. Et donc il nous expliquait que la matière c'était ici, quoi. Et tout le reste c'est autre chose. Ça fait partie du plasma. Comme la matière, mais d'une autre façon. Ce qui veut dire qu'on fabrique de la matière, c'est ça? Ouais, on peut fabriquer de la matière, parce que le flash, en fait, fait partie de la matière. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est comme si vous aviez la lumière, donc qui fait partie de la matière, mais qui serait là, par exemple. Donc vous avez votre interaction des champs, votre plasma va ralentir. C'est comme s'il était en train de dérouler, en fait, la spirale.
et qu'au bout d'un moment, il est arrivé ici, donc au point de rupture. Donc là, ça crée le flash, et là, on passe à un autre état. Alors, ce que Kesh a expliqué aussi, c'est que à partir du moment où justement on arrive au point de rupture, donc on a compris et qu'on arrive à répéter l'expérience, d'arriver du plasma à la matière, bah là on peut tout créer en fait, on peut créer n'importe quel matériau. Voilà. Bon, après il y a plus de trucs, mais là ce qui nous intéresse pour ce soir c'est l'énergie. Donc voilà, et il a aussi expliqué comment l'homme peut devenir le générateur. Ça aussi j'ai noté. Alors, je sais pas si c'est vraiment simple. Comme Monsieur Cash dit toujours, c'est simple. Donc voilà, il y a le corps humain et là, on a l'estomac. Donc l'estomac, c'est acide. Et donc le liquide qu'on a dans le corps que la lampe fait circuler, c'est alcalin normalement. Alors Monsieur Cash a expliqué que si on arrivait à inverser les deux, donc que ce milieu-là devienne acide et que ce milieu-là, l'estomac, devienne alcalin, et ben on crée le flash. Et si vous avez créé le flash, et ben vous serez entouré de lumière. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose? Non, personne, non. Non, ça vous rappelle pas, vous avez jamais entendu parler des êtres de lumière? Ah oui, dans ce sens, oui. Du quoi? Dans ce sens, oui. Un être de lumière. Ah, d'accord. Voilà, donc à partir du moment où on arriverait à faire ça, à changer les deux milieux, et ben on pourrait devenir des êtres de lumière. À partir de là, vous pouvez tout créer vous-même en fait, parce que vous avez déjà tous les éléments vous n'avez plus besoin des réacteurs. Et ça, c'est le but final en fait. Ça, c'est le but final. Si vous arrivez à faire ça, vous n'avez même plus besoin de vaisseau, générateur, quoi que ce soit. Vous êtes vraiment libre. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on voyage dans l'espace. Oui. Mais même dans différentes dimensions. Dans différentes dimensions, oui. Oui. Comment arriver à ça, par contre Travaille sur les émotions. Non, changer l'acidité. Je te dis, par l'émotionnel. Par l'émotionnel. Mais il faudrait arrêter de manger déjà pour pas que ça soit acide l'estomac. Hein? Ouais. Alors sinon, il y a une autre façon de faire pour atteindre cet objectif. Donc on sait que maintenant on sait qu'on a l'âme qui est au centre du cerveau. Et donc vous avez vos champs donc, magnétiques et gravitationnels. Voilà, en fait, M. Kesh a expliqué que si on arrivait à transférer nos champs plasmatiques, donc tous les champs qui nous entourent, si on arrivait à les transférer dans l'âme, l'âme va prendre de l'expansion et elle va englober la physicalité. Donc on retourne encore une fois à l'être de lumière.
Euh, Attendez, je reviens parce que je sais que normalement il y a une vidéo, une petite animation que la Fondation a qui représente un peu ce principe. Alors, je vais vous partager l'écran. Tout le monde voit là l'image? Et pas encore. On voit toujours tes dessins. Ah, et là c'est bon? Ouais, là, c'est bon. Ok. Donc là, vous avez... donc déjà, on va regarder une fois la vidéo, parce que je crois que c'est celle-là, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est celle-là. Alors, on va repartir du début. Voilà, pour vous donner une indication, faut considérer que ça, c'est l'âme, c'est la balle du centre, et que la balle extérieure, là, ça va être la physicalité et vos champs plasmatiques. Ok? Voilà, c'est là le point de passage. En fait, si vous rassemblez vos champs dans l'âme, l'âme elle peut créer son expansion. Alors, c'est peut-être sur la suite, on va le voir. Ah, en fait, elle s'arrête là, l'animation. Mais en fait, c'est ça. Donc là, vous avez l'âme qui prend de l'expansion et qui va, à son tour, être plus grande que la physicalité et les champs plasmatiques et qui va prendre le relais, en fait. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est... regardez le rouge. On va dire que là, ça va être l'ultime générateur, quoi. Donc, je pense qu'à ce stade-là, on n'aura plus besoin de générateur. En fait, on est déjà ça. Ouais. C'est juste notre physicalité qui empêche cela d'être. Je sais pas si ça l'empêche, mais c'est un truc à comprendre. Ouais. Je sais pas si on peut dire empêcher. Ouais, enfin, je voulais dire par là que on est déjà ça et tout ce que l'on est dans la physicalité filtre tout ça en fait. Voilà. Ouais. C'est surtout les émotions en fait qui nous déstabilisent pour être dans l'âme, quoi. Oui, qui filtre. Mm. Mais peut-être que c'est important parce que si on pouvait être ça là, ça serait, enfin, je veux dire, ça serait pas la peine d'être ce que l'on est sur la Terre en tant que physicalité, quoi. Parce que le filtre est aussi une façon de voir les choses différemment. Ouais, mais je pense qu'on a assez expérimenté les filtres comme ça, non? En tout cas, pour moi, j'ai assez expérimenté les filtres. Oui, mais c'est une façon de l'expliquer. Ouais. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous expliquer ce soir, c'est que, comme je vous avais dit plusieurs fois, c'est qu'en fait, il faut reprendre les enseignements et là, on a de la chance parce que maintenant, ils sont traduits et donc on peut avoir les documents textes
Et après, bon, moi, j'ai un logiciel pour pouvoir les écouter. Comme ça, je peux faire autre chose en même temps. Mais ceci dit, Et t'as pas les premiers cours, les 1, les 2 et tout ça, non? ben, normalement, ils sont faits, mais je suis pas sûr. Non, je les vois jamais, quoi. Tu vois, ça s'arrête avant. Donc, Adil, tu récupères les vidéos et tu extrais le texte. Non, c'est pas comme ça en fait. On les a déjà à travers Amara, mais faudrait que je vois avec Fred parce que Fred a sait le faire. C'est elle qui m'a envoyé le texte avec un que j'ai demandé. Et Mais oui, il faudrait les récupérer. Amara, parce qu'il y a un site pour. Moi, j'arrivais comment dire, à partir des textes de la fondation chaque semaine et les convertir déjà en MP3. Ça donne un certain nombre de MP3 et ces MP3, je les regroupe, je les additionne et ça me fait un MP3 de l'ensemble des textes. Donc, pour l'instant, bon, c'est à peine stable. J'aurais trouvé un autre logiciel pour les grouper pour que ce soit plus simple. Et on peut, enfin, ça va assez vite à traduire ou on peut donner la méthode pour traduire, c'est pas un problème. Par contre, Amara, tout le monde n'a pas forcément l'accès. Ouais, Si, c'est ça. c'est gratuit et tu peux y aller, hein. À partir du moment où c'est traduit, moi, il n'y a pas de problème. Je sais le passer au MP3 facilement. Et ça, je peux donner à tout le monde la procédure. Elle est un petit peu compliquée pour l'instant parce que grouper tous les MP3, je le fais un peu en bidouille. Et c'est là où il faut que je travaille un petit peu. Je le fais avec Audacity, Audacity, il me semble. Donc, c'est un vieux logiciel qui, par copier-coller, on additionne les textes. Mais sinon, c'est à la portée de tout le monde, c'est pas compliqué, quoi. Et je regarde Ouais. un truc parce que je sais qu'on peut extraire le. Ah, par exemple, celle-là, elle est pas. Le texte, il n'a pas été ajouté, on dirait. Parce que je crois qu'on peut jouer aussi en lecture sur la rapidité de lecture. On sera, c'est-à-dire qu'en visionnant la vidéo et en se donnant une lecture, on devrait pouvoir écouter, parfois être obligé d'arrêter la vidéo, mais on devrait pouvoir à peu près avoir les deux, ce qui serait plus simple. Mais je n'ai pas testé ça. Mais je crois qu'ils sont traduites à partir de la 100 ou quelque chose comme ça, hein, pas avant, quoi. À partir de la 100. C'est bizarre, j'ai pas le. Non, mais parfois, YouTube, il fait des siennes, hein. L'autre Ouais, jour, je vois ça. la 125, il n'y en avait pas moyen, quoi. Bah ouais, faudrait les retrouver, mais c'est jouable en fait. Et ce que je fais moi, c'est que donc là, par exemple, j'étais sur 125. Je mets l'audio et je mets la vidéo en même temps et comme ça, je peux voir les dessins qu'il fait et les explications. Oui, c'est pas mal, parce que, oui, mais oui. Enfin, c'est traduit Google, non? Ouais, c'est une traduction Google. Ouais. Ouais, c'est pas. Des fois, c'est un peu compliqué à comprendre. Faut que je réécoute ou que j'arrête pour pouvoir lire certains passages parce que des fois, la traduction Google, on comprend pas trop. Mais dans l'ensemble, c'est compréhensible. Tu fais un copier-coller dans Google sur traduction, tu peux faire écouter, quoi. Tu peux le lire en audio. Oui, aussi, oui, on peut faire ça. Ouais. Ouais. Ah, et on peut l'écouter là. Euh, Alors,
Bon, moi, ce que je vous propose, c'est soit comment dire? En fait, là, il y a plusieurs façons de faire, en fait. C'est soit tout le monde peut faire son truc dans son coin, et après, on se revoit donc le mercredi dans 15 jours, je crois, pour pouvoir échanger. Ou sinon, bah, on travaille tous sur, par exemple, les réacteurs. Moi, c'est ce que je veux faire, là. Je vais travailler sur les réacteurs. Je vais m'acheter un pH-mètre pour avoir, euh, en fait, pour avoir une différence de pH la plus grande possible. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'alcalin, là, et il est pratiquement à 14. Acide, c'est CH3 et le dernier, c'est quoi derrière je vois C'est, MJ. c'est mélange de Gans. Merci. Ouais, donc le pH, il est à 14, et là, si on arrive à avoir un pH vachement bas, je sais pas, vers les 6 ou 3, par exemple, pour pouvoir avoir une différence de potentiel importante. Bon, il faut jouer avec ça, quoi, hein. Il faut faire des différents et voilà, quoi. Ouais. Ouais. Donc, moi, ce que je vais commencer à faire, comme il a fait Douglas, ce qui était le plus simple, c'est le bac et faire plusieurs balles pour voir déjà ce que ça donne une interaction dans les bacs, en fait, avec les balles, et voir passer à l'expérience de la bouteille que je vous ai montré tout à l'heure, pour faire tourner les liquides. Et il y a des choses intéressantes à faire là maintenant. Et je vais continuer à écouter, à écouter les autres enseignements à partir du 25 et continuer à noter les informations. Et ce qui est intéressant, je vous le donnerai pour la prochaine fois. C'est super, merci. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, mais je pense que c'est clair, hein. Ouais, je pense qu'on a bien avancé là ce soir. Parce que, avec toutes ces infos là, on va pouvoir commencer à faire quelque chose. Mais tout ça, ça devient cohérent, en fait, avec les sphères, les balles à remplir, tout ça. Et faire les propres expériences, en fait, de mélange. Ouais. Ah oui, une chose importante. Si vous pouvez, hein, c'est pas obligé, hein, mais si vous pouvez, enregistrer vos expériences. Parce que le jour où il y en aura un de nous qui aura créé le Flash, euh, on aura bien avancé. Et on pourra présenter ça à la fondation. Oui, il y a aussi marqué quel gamme tu as mélangé, dans quelle proportion, et c'est Ouais, ça, parce que ça, c'est important aussi, quoi. ouais, c'est ça. Notez bien tout ce que vous faites, les mélanges et les proportions. Voilà, ça va être intéressant pour vous comme pour nous, parce que si vous avez besoin de faire 2 ou 3 balles, bah, au moins vous avez les bonnes proportions pour toutes les balles et ça va fonctionner de suite en fait. Voilà. Il y a aussi une chose, mais après je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Kesh a dit que le prochain être humain qui arrive à créer le flash et à le filmer, bah en fait c'est une des prochaines étapes en fait pour l'humanité, de pouvoir voir ça en fait, l'interaction des chiens. Et que Kesh se déplacerait en fait chez la personne et il ferait un cours de chez lui. Bon, après, je sais pas si c'est toujours d'actualité, hein, parce que à la dernière enseignement, il a expliqué qu'ils allaient bientôt nous montrer les vaisseaux spatiaux. Donc, à mon avis, ils vont nous montrer aussi le flash de lumière. Voilà. Mais en tout cas, ouais, enregistrez ce que vous faites parce que rien que pour nous, ça va être super intéressant.
Ah oui, il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous dire. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai expliqué l'expérience de Douglas, avec la balle qui est montée au plafond, et je vous ai expliqué que la grosse balle, elle était cassée en deux, et que la balle du centre, il l'avait pas retrouvée. Et en fait, la balle du centre, il l'a retrouvée dans son salon. Et la balle, elle a traversé la porte. Pourtant, la porte a été fermée, mais ça a quand même traversé. Alors, Monsieur Cash a expliqué que la balle du centre, elle avait créé son propre champ magnétique, comme si elle avait créé un déphasage en fait avec notre réalité, et elle a pu traverser la porte parce que elle avait une vitesse de rotation très élevée, et c'est ça qui permettait la création de ce champ et ce déphasage. Et à partir du moment où elle a traversé la porte et qu'elle est arrivée dans le salon, la vitesse de rotation a commencé à ralentir, et donc c'est revenu dans notre dimension. C'est pour ça qu'elle a pu se poser sur le sol. Et Kiesh a expliqué qu'en fait, il aurait pu ne pas la retrouver du tout, la balle du centre. Ils avaient eu de la chance de la retrouver chez eux. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On met un GPS dans les balles? Ouais, je crois. Voilà. Donc c'est possible que vous avez des balles qui vont partir en l'air, hein, qui vont taper les plafonds. Donc voilà. Est-ce que il y a des partages ou des questions sur ce qu'on a fait, ce que je vous ai présenté ce soir? Donc, ces expériences, elles ont bien été réalisées, quoi. Oui. Alors pour l'anecdote, ça c'est Monsieur Cash qui donnait son anecdote. Il expliquait que quand il a commencé à faire ses interactions entre les balles, donc quand il découvrait sa technologie, il avait des flashs chez lui, des flashs de lumière. En fait, toutes les 2-3 minutes, il avait un flash, et il fait travailler même la nuit. Et les voisins ont porté plainte en fait. Ils pensaient qu'il faisait une fête et tout ça chez lui tous les soirs, quoi. Et donc du coup, ils ont dû bâcher toutes les fenêtres avec des sacs poubelles pour pouvoir continuer à travailler. Donc Monsieur Cash, oui, il l'a fait plusieurs fois. Il a reproduit l'expérience plusieurs fois et ça fonctionne. C'est juste que, comme d'habitude, en fait, il attend que ça soit l'humanité qui le fasse et pas que ça soit lui qui le présente. Voilà. Il l'a dit plein de fois, et puis il y a plusieurs personnes qui lui demandent à chaque fois, ouais, bah alors montrez-nous, montrez-nous. Et en fait, il explique que quand Jésus est venu, il a assez montré comme ça. Il avait assez montré à l'humanité. Et il a expliqué que de toute façon, même s'il montrait, ça finirait jamais, quoi. Il faudrait toujours des preuves, des preuves, des preuves. Donc c'est pour ça qu'il préfère passer par cette méthode, et que les gens qui sont vraiment intéressés et motivés par cette technologie, qui dévoilent en fait. Voilà. Alors, une information supplémentaire, là, vous savez, quand je vous ai montré les plusieurs balles comme ça, je vous ai expliqué que là, il y avait de l'eau. Alors là, c'est de l'eau distillée. Ah oui, d'accord, à l'extérieur. Bah oui, bah, comme ça, il n'y a pas d'information, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'information. Ouais. Alors, ce qui peut se passer aussi, voilà, donc là, on a les 3 balles. Ce qui peut se passer, c'est que au centre ici, vous allez avoir comme une bulle d'air en fait qui va se créer. Et là, vous avez du plasma. On va dire, ça peut être comme une manifestation physique en fait. On peut voir. Là, c'est du vrai plasma, comme ce qu'on appelle du plasma libre en fait.
C'est comme ça, en fait, comme ce qu'il y a là, quoi. C'est le départ. On peut dire que c'est l'âme aussi. Je ne sais pas quel atelier, il faudrait que je le retrouve. À ce moment-là, j'avais suivi un atelier qui disait que pour faire ça, en fait, il fallait remplir la balle du centre, en fait, après avoir rempli celle qui l'entoure, en fait. Ouais, alors là, c'est une galère, hein? Oui, mais j'aimerais bien le retrouver parce que j'avais pris des notes et je ne sais plus où c'est que je l'ai mis. Mais en fait, pour faire ça, c'est pas facile du tout, quoi. J'avais essayé de mettre un tube, en fait, et donc la balle du centre était fixe et ça n'avait pas marché, quoi. Oui, d'accord. Mais bon, je ne sais pas si ça a à voir avec le 125e, c'est ça? C'est celui-là que tu parles? Ouais, celui-là, c'est 125e. Ouais, je ne sais pas, il faudrait que je retrouve où c'est lequel ça. Ok. Du coup, tu pourras nous en parler la prochaine fois, si tu le retrouves. Ouais, si je le retrouve, j'en parlerai, oui. Alors, ok, je t'ai expliqué aussi que quand je vous ai parlé ici tout à l'heure des champs et de la matière, en fait, il est expliqué qu'il faut une toute petite quantité de champs qu'on transfère à la matière et en fait, au niveau de la matière, ça nous donne beaucoup de matière. Voilà. C'est une information en plus. Et on peut choisir la matière? C'est quoi comme matière? Bah oui, on peut choisir la matière, mais je pense que c'est soit avec l'émotion, soit avec les intentions, mais il y a une façon de faire. Et Kesh a expliqué que si on arrivait à comprendre ça et à l'appliquer, on pouvait créer des tonnes d'or. Ah oui. Ouais. Alors, on sort un peu de l'énergie, mais voilà pour l'info. C'est de l'énergie, de toute façon, la matière, c'est de l'énergie. Ouais. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions ou partages, on peut arrêter la séance là pour ce soir. Ouais, pour moi, c'est bon, j'ai cours espagnol, là. Ok. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Merci Adil. Merci Adil. Merci Adil. Avec plaisir. Super. Merci. Avec plaisir. Et je vous dis à la Merci prochaine. Adil. Avec plaisir. Dans 4 semaines? Bah, je suis en train de regarder, là, je vais vous dire quand. La prochaine fois, ça sera le 7 mars, normalement. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, le 7 mars. Merci au 7 mars, Adil. C'était super. Bonsoir, merci Adil. Bonsoir. Avec plaisir. Bonsoir, merci Adil. Bonsoir.